Tout de suite, les pieds sur terre, c'est avec l'actualité politique et notre premier invité, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député Les Constructifs de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. À mes côtés, les grandes signatures d'Europe 1 pour vous interroger. Je salue Soisic Kebener de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Et Bruno Jeudi de Paris Match, bonsoir Bruno. Bonsoir François. Première question peut-être un peu générale avant de baliser cette actualité politique assez riche en ce moment avec les premiers pas du Parlement, du gouvernement d'Édouard Philippe. Petite question Jean-Christophe Lagarde, on a reçu là Woerth, qui était un opposant de droite, dit constructif. Nous avons reçu Le Foll, opposant de gauche. Vous êtes opposant du centre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une part de regret compte tenu de ce qu'est le nouveau panorama politique? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir raté une marche quelque part, ne pas être dans cette machine en marche? Non, et je avoue que en la voyant se déplacer, je n'ai pas de regret. D'abord, j'ai été élu, comme beaucoup, la plupart de mes collègues, contre des candidats En Marche, parce que je crois que c'est en rassemblant largement des forces politiques différentes qu'on arrive à réformer le pays. Et que là, si les Français ont donné une majorité à un parti unique, la République En Marche, qui a la légitimité pour gouverner le pays, le défi pour cette majorité, c'est de savoir si elle s'enferme sur elle-même ou si elle continue à dialoguer. Et les premiers pas à l'Assemblée nationale montrent que l'ouverture d'esprit qu'on nous vantait dans la campagne, la capacité à entendre des bonnes idées qui viennent de chez les uns et chez les autres n'est pas au rendez-vous. Je prends un exemple qui m'a beaucoup choqué, pour te dire la vérité, c'est de découvrir que dans les statuts du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, il est interdit à un député de La République En Marche de co-signer un amendement, c'est-à-dire de partager une bonne idée avec quelqu'un qui ne serait pas de son groupe. On nous vendait la politique nouvelle, c'est la politique à l'ancienne, c'est le Parti communiste qui a inventé cette structure-là. Moi, je pense que quand une idée elle est bonne, elle doit être partagée par tout le monde, co-signée si nécessaire par tout le monde, en tout cas entendue et débattue avec tout le monde. Donc visiblement plus opposant que constructif, si on en croit vos premiers propos. Non, pas du tout, parce que vous le verrez, ça m'empêche pas de soutenir un certain nombre de choses, mais je vais quand même pas devenir un béni oui-oui comme j'en vois beaucoup s'aligner en ce moment au Parlement, lorsque je trouve que ce n'est pas une bonne façon de faire de la politique. Je ne vais pas hésiter à le dire. Je pense que le petit doigt sur la couture du pantalon ou les murs de Berlin entre les formations, même quand on partage les bonnes idées, c'est pas une bonne chose. L'exemple du règlement intérieur du groupe La République En Marche, alors on l'a appris, ça c'était ce matin dans le Canard enchaîné, mais dès la semaine dernière, vous aviez pris la décision de ne pas voter la confiance au gouvernement Édouard Philippe. Pourquoi ? Parce que la confiance, ça se construit. Édouard Philippe, le Premier ministre, est quelqu'un avec qui je faisais campagne derrière Alain Juppé il y a 8-9 mois de ça, partageant donc un certain nombre de choses. Et il y a des choses qu'il défend, que je défendais. Je ne vais pas dire le contraire au prétexte que nous n'avons pas gagné les élections. Simplement, il y a aussi dans son projet des choses qui me laissent ou en désaccord ou dubitatif. En désaccord lorsqu'il s'agit de l'augmentation de la CSG, en désaccord lorsque la réforme de la taxe d'habitation, c'est la suppression de cette taxe, alors je pense qu'on aurait besoin de fusionner la taxe d'habitation et la taxe foncière et de la soumettre au niveau de revenu, de la rendre proportionnelle au niveau de revenu. Donc je pense qu'il y a des erreurs et des choses que je suis prêt à soutenir. Ce que dit par exemple le chef de l'État sur la reconstruction européenne, c'est ce que nous disons, nous centristes, depuis 15 ans. On va quand même pas dire le contraire au prétexte que il a été élu. L'égalité des Français devant les retraites, c'est ce que nous disons depuis des années et nous étions le seul à porter à l'époque. Je vais pas me payer le ridicule de dire le contraire. On a un débat en ce moment sur la loi travail. Il y a effectivement des choses que nous portions nous-mêmes. Je ne vais pas m'opposer à ce que je portais hier. À l'inverse, je m'opposerai évidemment, très librement, de façon responsable, à tout ce qui ne correspond pas à la vision que je me fais de l'équité dans la réforme. C'est par exemple la CSG. On a du mal quand même à s'y retrouver dans un peu opposant, un peu d'accord. C'est encore plus compliqué quand on regarde le groupe auquel vous appartenez. Le groupe, il a un nom d'ailleurs à rallonge, mais enfin en gros les constructifs. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des béni oui-oui, vous en voyez beaucoup à l'Assemblée. Est-ce que Thierry Solaire, par exemple, est un béni oui-oui? Il est dans votre groupe, alors lui il est d'accord avec tout quasiment. Oh non, je l'ai entendu dire comme moi qu'il était en désaccord. Ouais, je l'ai entendu dire comme moi qu'il était en désaccord. Monsieur Jeudi, avec d'abord, beaucoup de applaudit au Monsieur Congrès. Jeudi, je vais d'abord vous répondre sur la première affirmation parce que c'est une technique journalistique que de donner une affirmation et de poser une question ailleurs pour pas qu'on puisse répondre. Je vais vous la donner très simplement. Vous dites c'est compliqué. Tant mieux. Tant mieux. Et si ça vous perturbe, vous ou d'autres, tant mieux. Et je le dis avec beaucoup de tranquillité, parce que je veux qu'on sorte de la politique réflexe et qu'on rentre dans la politique réflexion. Vous croyez que les auditeurs qui nous écoutent, à chaque fois qu'il y a une mesure du gouvernement, ils considèrent qu'ils sont toujours pour ou toujours contre? Non. Eh bien, nous non plus. Et trop souvent, la politique a fait semblant, par des postures, en fonction de celui qui aimait l'idée,
On dit qu'on est contre ou qu'on est pour, on cherche pas à savoir ce qu'est l'idée. Moi, je veux chercher à savoir ce qu'est l'idée. Quand l'idée est bonne, je la soutiens. Et si ça vous perturbe, tant pis, parce que je pense que vous y habituerez et que les Français s'y habitueront plus vite que vous. Deuxième, et c'est pas vous particulièrement, c'est les habitudes. Si. Les habitudes. Non, monsieur, pas de martyr. Si, moi je suis de l'ancien monde. Pas de martyr. Allez-y. Les habitudes, elles sont finalement les Français à travers l'élection présidentielle, ils ont voulu aussi bouleverser tout ça. Et les constructifs républicains, UDI, indépendants, c'est pas si rallonge que ça. Le groupe qu'on a formé, ce sont des gens qui ne veulent pas contribuer à un choc frontal permanent, parfois même contre les idées qu'ils professaient la veille. Ce ridicule-là tue la parole publique, tue le débat politique, tue la capacité que nous avons à faire comprendre à nos concitoyens et à leur faire partager les transformations qui sont nécessaires. Est-ce que ça veut dire que tout le monde pense pareil ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des points d'accord ? Oui. Et je ne vais pas inventer des désaccords. Donc vous avez apprécié le rétropédalage du président sur les arbitrages fiscaux ? Non. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça a donné l'impression effectivement d'un rétropédalage et que ce dont on a besoin, c'est de cohérence et de constance. Ce qui tue la parole publique, c'est le sentiment que l'État peut mentir, qu'il ne tient pas sa parole, qu'il n'est pas fiable. Et c'est pas de ce gouvernement. Depuis 10 ans ou 15 ans, quand on vous annonce une baisse d'impôts, vous vous demandez, si on vous dit 3%, si ça va être 1, 2 ou si ça va se terminer par une augmentation. Et je pense qu'on a besoin là-dessus de cohérence et de constance. Il y a dans les choix budgétaires qui ont été faits, une forme de courage. C'était ceux qui étaient formulés pendant la campagne. Hein. Il n'y a pas eu une surprise là. Non, pas du tout. Excusez-moi, c'était pas ceux de la campagne. Taxe d'habitation, c'était dans la campagne. La réforme de l'ISF, c'était dans la campagne. Pardon, découper les choses en deux. Il y a les choix budgétaires de l'année 2017 pour faire face à la mauvaise surprise des dépenses de M. Hollande, de l'insincérité du budget constaté par la Cour des comptes. Ce sont les 4,5 milliards, je vais y revenir un instant. Et puis, il y a ce qu'ils annoncent pour le budget de l'an prochain. On verra à l'automne, parce que pour l'instant, la matrice budgétaire, ils annoncent les directions, mais il va falloir la mettre en œuvre. Je veux revenir quand même sur les 4,5 milliards. Ce que je vous propose, on doit faire une courte pause, vous allez y revenir en détail. Merci. On est là pour ça, on a du temps, et on est sur Europe 1, et c'est la griffe du Club de la Presse. Restez bien à l'écoute, on revient dans une minute. Le Club de la Presse d'Europe 1. Jusqu'à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, François Claus, et avec Sozik Kemener de Marianne et Bruno Jeudi de Paris Match. Et avec comme premier invité Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, député des Constructifs de Seine-Saint-Denis. Je vous ai coupé en pleine démonstration. Vous étiez en train de vous insurger contre ce que vous appelez une forme d'incohérence dans les premiers pas de la politique fiscale du nouveau gouvernement. L'incohérence, elle tenait en réalité dans les annonces qui ont été faites pour le budget 2018, et puis finalement une rectification. Je pense qu'il faut de la stabilité, ça donne confiance dans la parole de l'État et ça assure la confiance aussi des acteurs économiques, qu'il s'agisse des entreprises. Raté pour ça, pour ce qui est de cette stabilisation. En une semaine de sur confiance. Les débuts, je ne vais pas, condamner. Je dis simplement qu'il faut qu'ils fassent attention à ça parce que c'est important que tout le monde ait confiance dans la trajectoire dessinée. Je pense que c'est réparable. Deuxième chose, par contre, je voulais revenir sur l'annonce de M. Darmanin de l'annulation des 4,5 milliards de crédits cette année pour faire face aux dépenses tout à fait insincère qu'avait lancé François Hollande. C'était une surprise pour vous, j'imagine. Ce n'était pas une surprise, on l'avait dénoncé, mais comme personne l'avait entendu, ça valait la peine quand même d'y revenir. Je veux dire une chose simple. Sur ces 4,5 milliards, il y a 850 millions d'euros sur le budget de la défense. Et il y a 520 millions sur le budget de la sécurité intérieure, de la police et de la gendarmerie. Je pense que c'est une erreur et que ça n'est pas acceptable. Je m'explique. La France, on nous le dit, et c'est vrai, est en guerre. Je ne connais pas de pays en guerre qui réduisent le budget de la défense. Ce matin, nous auditionnions en commission de la défense à l'Assemblée nationale le général de Villiers, le chef d'état-major des armées. Il nous disait clairement déjà les difficultés. Il demandait, à juste titre, nous le demandons nous depuis quelques années, qu'on augmente l'effort de défense. Puisque les menaces sont de plus en plus nombreuses et que nous sommes en guerre, on a besoin d'augmenter l'effort de défense. Et on commence par supprimer 850 millions d'euros de crédit, ce qui ne se fera pas d'ici la fin de l'année, puisqu'en réalité, de toute façon, les engagements, les opérations extérieures, elles sont déjà là et elles n'étaient pas budgétisées. Ça, je pense par exemple que c'est une erreur parce que ça représente 30% pour notre sécurité intérieure et extérieure de l'effort d'économie qui est annoncé. J'espère que ça sera corrigé d'ici l'automne, mais on ne peut pas réduire les moyens de nous défendre et de protéger les Français dans une période. Ou alors on nous dit qu'on n'est plus en guerre. Mais il faut être cohérent. Et le choc fiscal détaillé par le Premier ministre, les 11 milliards d'impôts en moins, vous applaudissez ? D'abord, il y a une partie de ces impôts qui étaient déjà prévus
dans la trajectoire, notamment sur le CICE. D'accord. Les 3 milliards de la taxe d'habitation, je vous ai dit mon désaccord parce que je pense que ça fait l'économie d'une réforme de structure lourde qui aurait été le fait qu'on a aujourd'hui 2 impôts locaux payés par les habitants pour la même collectivité. L'un tient compte des revenus, l'autre ne tient pas compte des revenus. La suppression de la taxe d'habitation, ça fait plaisir électoralement, ça fait même plaisir peut-être financièrement sur le moment. Mais la réalité derrière, c'est que ça représente 10 milliards d'euros pour les collectivités locales. C'est pas pour le plaisir des maires. C'est pour les services à la population. Comment vous accueillez les enfants dans les écoles, vous avez des activités culturelles et sportives. Ces 10 milliards-là, l'État va devoir les compenser. Il va donc donner de l'argent, 10 milliards, qui n'est plus perçu sur les habitants des villes en question. Et les 10 milliards, il va les accoucher d'où? Ils vont tomber du ciel? On est en juillet, c'est pas le Père Noël. Il va bien forcément le reprendre par une autre main. Ces 10 milliards-là pour les financer, s'il ne veut pas creuser son déficit, ce qui aurait été donné sur la taxe d'habitation sera financé par un impôt quelque part. Choisis Kemener. Est-ce que ça va pas être compliqué pour vous de faire entendre votre voix pendant tout le quinquennat? Parce qu'on sait, pendant le quinquennat précédent, vous étiez dans l'opposition, vous attendiez l'alternance, vous avez fait campagne avec Alain Juppé, vous le disiez, puis après avec le vainqueur de la primaire de droite, François Fillon. Là, quelle place il y a aujourd'hui pour un parti comme l'UDI au sein de ce paysage politique qui se recompose? Alors on voit le premier opposant à l'Assemblée, il y a un sondage d'ailleurs de Paris Match qui le montre, pas à l'Assemblée, mais aux yeux des Français, c'est Jean-Luc Mélenchon. On n'entend pas beaucoup Marine Le Pen parce qu'elle est dans ses querelles internes, mais la droite, c'est la même chose. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par créer un nouveau parti. L'UDI, c'est fini. Comment vous faites là? Non, l'UDI, c'est pas fini. Simplement, nous avons bâti le groupe Les Constructifs avec des républicains, des non-inscrits, qui considéraient qu'il était absurde au lendemain d'une élection, je vous l'expliquais tout à l'heure, de dire le contraire de ce qu'ils disaient la veille. Et qui ne vont pas miser sur l'échec. Justement, vous le disiez, pendant 5 ans, la droite principalement, parfois le centre a peut-être commis cette erreur aussi, attendait que François Hollande, qui gouvernait si mal, tombe pour le remplacer, sans même se donner la peine de réfléchir, de bâtir un projet, de construire quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, je constate que la droite, les Républicains, repartent dans une hésitation sur qui doit être le chef avant de se poser la question de la raison de l'échec et de se remettre à réfléchir sur la société. On connaît un peu la raison de l'échec quand même, M. Lagarde. Je ne crois pas. Il y a une affaire qui a largement opéré les chances de François Fillon au mois de janvier. C'était l'affaire le Penelope Gate. Et ensuite, Monsieur Jeudi, évidemment que ça a joué. Je ne suis pas sûr. La raison essentielle. Si je peux me permettre, je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison. Je ne pense pas, en réalité, que le travail de revisite de la société française, qui est une des rares sociétés en Europe et en Occident, qui n'a pas su se réformer, qui n'a pas su se transformer, s'adapter au monde nouveau, ait été fait. Et que c'est ce qui a aussi permis la victoire de M. Macron. Et je le répète, cette victoire, moi je souhaite que le quinquennat permette à la France de progresser. Je ne vais pas approuver des réformes qui me semblent aller dans le mauvais sens, et j'approuverai celles qui vont dans le bon sens. Je pense que la politique moderne, différente, on nous l'a beaucoup vendue, je ne la vois pas pour l'instant mise en pratique. C'est justement d'essayer de faire en sorte que la France réussisse. On aura suffisamment de désaccords pour ne pas aller s'inventer des débats ou des désaccords lorsqu'il n'y en a pas. Et donc, je reviens sur ça. La place qu'il y avait à être la nôtre, c'est de soutenir un certain nombre de réformes que nous portions. Ils les portent, ils les ont adoptées. Tant mieux, d'essayer d'améliorer celles que nous portons et qui n'ont pas encore bien intégrées. Je pense à la réforme de l'éducation, sur lesquelles il ne suffit pas des 12 enfants par classe au CP, ce qui sera très difficile et long à mettre en œuvre pour des raisons matérielles dans les écoles, mais aussi de donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance aux équipes enseignantes, de leur faire plus confiance pour qu'elles s'adaptent aux enfants qui sont en phase 2, par exemple, de réformer le baccalauréat. Monsieur Sanquer a commencé à le dire, et il a raison. C'était par Édouard Philippe aussi, c'était promis. Bien sûr, mais vous savez, si j'avais été contre tout ce que disait Édouard Philippe, je peux même vous dire, je vais quantifier, c'est un peu risqué pour moi, mais je pense qu'il y a les 2/3 de ce qu'il a expliqué pour lequel j'étais favorable. Il y a des choses en revanche où j'ai été surpris et même personne ne l'a repéré. Son plan immigration là, qu'il a annoncé aujourd'hui, vous êtes d'accord globalement? Les 12 500 places pour les réfugiés C'est pas un plan immigration, c'est sur les réfugiés. Oui. Je pense qu'effectivement, plutôt que de Et les reconduites à la frontière de l'autre côté accélérées. Ce qui est normal, c'est la contrepartie. Le droit d'asile, ça veut dire qu'on accueille les gens qui sont en danger. Mais pour faire vivre le droit d'asile, il faut reconduire à la frontière ceux qui en réalité viennent pour des raisons économiques. Sinon, vous tuez le droit d'asile. Et je pense qu'il faut que ça s'organise. Vous êtes d'accord? Vous trouvez que c'est dans la continuité de ce qui se faisait avant? Non, je pense qu'il faut cesser de subir, c'est vrai sur le droit d'asile,
aussi en raccourcissant d'ailleurs les délais d'examen des demandeurs d'asile, enfin des demandes d'asile, et dans le même temps, il faut anticiper en régulant la migration à la base, c'est-à-dire dans les pays d'origine, et je préférerais qu'on ait une politique de quotas sur le modèle canadien, parce que quand on accueille quelqu'un dans ces cas-là, on est sûr que 1, on a besoin de lui, 2, on est capable de l'accueillir, 3, on est capable de l'intégrer. Ça, c'était le programme de la droite, de François Fillon. Oui, c'est quelque chose que nous avions fait accepter à François Fillon. Permettez-moi d'essayer d'en convaincre Emmanuel Macron. Il est 19h29 sur Europe 1. Nous allons marquer une deuxième pause et on revient avec Jean-Christophe Lagarde et on s'interrogera sur cette place de l'UDI sur laquelle vous avez apporté quelques premiers éléments de réponse, mais on a encore des questions. À tout de suite. 19h, 20h. Le Club de la Presse d'Europe 1. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec Jean-Christophe Lagarde, le député Les Constructifs de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI, est interrogé par vous, François Claus. Et à mes côtés, comme grande signature, comme tous les soirs au Club de la Presse, Soisic Kemener de Marianne et Bruno Jeudi de Paris Match. Question, Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous n'allez pas vous trouver quand même en difficulté? On voit bien que vos alliés de LR sont en train d'aller vers une ligne plutôt dure. Est-ce que ça ne veut pas dire à terme que vous, en tant que centriste, il va y avoir une rupture à un moment donné, qu'on va revenir au vieux schéma RPR, UDF? Est-ce qu'on va pas vers ce schéma-là? Vous parlez de difficulté, je crois exactement l'inverse. Vous avez raison. Les Républicains... Monsieur Wauquiez n'a pas beaucoup d'adversaires, là, visiblement. Une partie... Non, il va, je pense, diriger les Républicains à l'automne. Mais une partie des Républicains, après la défaite électorale, après la deuxième défaite électorale subie, repart dans cette dérive de plus en plus vers la droite, de plus en plus identitaire, de plus en plus éloigné de nous, de plus en plus proche des thématiques, au moins, de l'extrême droite, et de plus en plus incompatible avec ce que nous sommes. Si c'est cette ligne-là qui est choisie, mais je disais, au lieu de choisir le chef, il ferait mieux, à mon avis, de débattre de la ligne d'abord. Évidemment que ça posera une difficulté à terme. Mais en même temps, c'est l'expression de la mode du moment, je constate que chez les Républicains, il y a de plus en plus d'élus qui ne supportent plus cette dérive, qui voient qu'elle les emmène dans le mur et qu'elle ne leur correspond pas. C'est vrai pour les Républicains qui sont venus chez nous, oui. Excusez-moi, M. Solaire, M. Riester, M. Warsmann, Mme de la Rodière, ils sont un certain nombre, et chez d'autres au Sénat. Entendez ce que disent des sénateurs républicains qui disent nous ne pouvons pas continuer dans cette optique-là. Et donc ce positionnement politique-là, il rassemble en réalité, de mon point de vue, le centre et la droite progressiste. Et c'est pourquoi je dis clairement qu'à l'automne, nous avons devant nous le défi de transformer cela en une formation politique qui finalement accueillera... Une partie de la droite progressiste est repartie quand même chez Macron aujourd'hui. Vous allez accueillera qui? Allons jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en marche, n'ont pas fait d'en marche leur parti politique, qui sont du centre, qui sont de la droite progressiste et qui aimeraient trouver une maison où on a le droit de critiquer et où on a le droit de soutenir, où on a le droit d'être en même temps européen, libéral, humaniste et de pas courir, entre guillemets, derrière un groupe politique dont le défi, je le répète, c'est le groupe En Marche, et de savoir s'il fait ce qu'il a dit pendant l'élection, c'est-à-dire qu'il est ouvert à la discussion avec les autres. Nous nous sommes mis en situation de discuter, on verra s'ils le sont. Parce que moi, je me souviens du président de la République, qui, quand il était au Louvre le 7 mai au soir, faisait un discours en disant « Je tiendrai compte de ceux qui ont voté pour moi au second tour et qui n'ont pas voté pour moi au premier tour. » Nous sommes ceux-là, et la maison que nous allons construire, c'est la maison de ces gens-là. Il a fait rentrer au moins 4 ministres qui n'étaient pas dans son camp. Monsieur Jeudi, vous n'allez pas ramener la politique juste... c'est quand même un sacré geste. Vous n'allez pas ramener la politique, mais on tient compte de ce geste, mais la politique, c'est pas de la nomination à des postes. C'est des lignes politiques qui sont défendues. Ce sont les positions qui sont adoptées. C'est quand même plus les idées que les postes. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Je veux bien entendre qu'il n'y a pas d'UDI dans ces 4 personnalités, mais quand même, c'était des... Je n'en fais aucunement, parce que sinon je pourrais vous dire non, je suis dans l'opposition bêta, réflexe, pavlovienne habituelle. J'en fais pas du tout une question de poste. Quelles sont les lignes suivies? Et je vous ai donné un certain nombre de sujets, de thématiques sur lesquels je souhaite qu'ils puissent évoluer. Moi, ce que je comprends pas dans votre... Fait pas, tant pis pour lui, parce que vous savez, un parti politique qui a une majorité pléthorique, soit il devient hégémonique, et il fait la même chose que ce qu'a fait Sarkozy, et il fait la même chose que ce qu'a fait Hollande. Il s'enferme tout seul, il se coupe de la population, il rate des rassemblements larges qu'il pourrait construire, et il échoue. C'est son problème. Mais c'est nous qui payons les pots cassés. Par contre, ce que je comprends pas dans votre démarche, vous dites recréer un parti, alors je sais pas si ce sera l'UDF, mais c'est vrai que ça peut y ressembler. Pourquoi vous vous tournez pas vers les centristes, vos cousins du MoDem ?
Ils sont là. Alors eux, finalement, Macron a à peine besoin d'eux. Ils sont supplétifs de la République en marche. Là, vous avez l'occasion avec eux de faire une grande famille, un grand centre. Et puis vous vous connaissez bien en plus. Moi, le rêve que je formulerais, modestement, c'est que le centre et la droite progressiste se rassemblent. J'ai pas exclu le MoDem de cette affaire. Maintenant, j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une grande volonté de rassemblement chez les dirigeants principaux du MoDem. Non, parce que c'est ça quand vous même... fait rire. Je vois que vous non, approuvez. mais ça me fait rire parce qu'on voit que même les radicaux qui ont été divisés quasiment pendant des décennies envisagent peut-être de se rassembler. Mais nous y contribuons. Droite, je vous rappelle que les radicaux valoisiens et que vous finalement vous allez chercher, voilà, pour l'instant, j'allais dire quelques personnalités de la droite progressiste parce qu'ils sont quand même pas très nombreux. Restons dans les proportions. Vous verrez à l'automne. On verra. Enfin, pour l'instant, ils sont pas très nombreux. Mais... Alors que là, à côté, il y a un groupe qui se reconstitue. Je vais juste préciser une chose, parce que dans le mot centre, vous avez exclu les radicaux de gauche, moi pas. Vous avez exclu le MoDem, moi pas. D'accord. Parce que je considère que j'ai pas exclu, je vous ai suggéré même pourquoi vous dans l'interprétation, monsieur Jeudi, vous sembliez les exclure. Mon ami Laurent Hénard, président du Parti radical valoisien de droite. Parce que c'est ça que vous avez raté. Macron, il a réussi le est en train de discuter avec les radicaux de gauche, et s'il souhaite un rassemblement, il n'y a pas de souci. Et si demain, un certain nombre de gens du MoDem se montrent plus ouverts, et si il y a plus de républicains, je le crois, que vous le pensez, qui se trouvent intéressés, et notamment au niveau des grands élus locaux. Je pense qu'il y a des grands élus locaux qui ne sont plus au Parlement par nature, mais qui ne souhaitent pas suivre une dérive qui ne leur correspond pas. Et vous verrez à l'automne que je pense que ce défi pourra se construire et qu'on en fera une démonstration collective. Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'attendre de toute façon que les Républicains aient choisi leur chef pour ensuite voir clairement quelle est la ligne et qu'ensuite, en janvier, par exemple... Le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Est-ce que la décomposition, et pas que chez les Républicains, est terminé aujourd'hui? Je ne le crois pas. Et avant la recomposition, forcément, il faut bien que chacun retrouve sa place. Mais au fond, vous savez, un parti politique, c'est quoi? C'est pas forcément des gens qui s'aiment bien, c'est pas forcément des gens qui s'apprécient. C'est souvent un leader et c'est là où les problèmes commencent. C'est essentiellement, c'est même pas ça le problème. Il y aura ce problème. Ce sont essentiellement des gens. S'ils sont pas là pour partir en vacances ensemble, ils partagent à la fois une stratégie politique et des idées politiques. Il se trouve que dans certains partis, on le voit au Parti socialiste, on le voit chez les Républicains, dans les deux partis qui ont gouverné depuis 35 ans, et vous le savez, vous, journalistes politiques, très bien, il y a des gens qui n'ont plus rien à voir ensemble. Il n'y a rien de commun entre Franck Riester et Laurent Wauquiez. Il n'y a rien de commun entre Benoît Apparu et Éric Ciotti. Et au bout d'un moment, quand vous n'avez pas de combat en commun, c'est difficile de rester ensemble. Il se trouve que j'ai beaucoup de points communs avec Franck Riester, avec Benoît Apparu, que je peux en avoir avec mes amis du MoDem, y compris avec Marc Fesneau, leur président de groupe, qu'on peut en trouver sans difficulté avec un certain nombre de radicaux de gauche. Et c'est bien pour ça que je veux remettre les idées d'abord en avant sur le débat politique, parce que quand on parle idées, on s'aperçoit que les frontières politiques qui étaient fausses, qui ont été bouleversées tant mieux par cette élection présidentielle, elles peuvent permettre de reconstruire des ensembles politiques cohérents, ambitieux, et vous verrez qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de problème de place. Pour vous, dernière question. Est-ce que vous avez vu des nouvelles de François Fillon depuis aucune? Dernière question pour vous, Jean-Christophe Lagarde. Il y a eu un petit bug au Sénat la nuit dernière là sur le vote d'une des dispositions de la loi de moralisation de la vie publique. Au-delà de ce bug qui va être corrigé, on veut légiférer, interdire les emplois familiaux. Vous avez travaillé avec votre femme d'ailleurs qui va devenir maire de Drancy. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut légiférer là-dessus, ou est-ce que c'est un domaine très complexe, plus complexe qu'on ne pense ? Alors je pense qu'il faut légiférer dessus et que c'est plus complexe qu'on le pense, mais je pense qu'il faut le faire. Voilà. C'était parfaitement autorisé. L'affaire Fillon a créé un doute. Moi, je connais une centaine de députés aujourd'hui qui travaillent avec leurs conjoints ou leurs enfants. Conjoints ou enfants que je croise, qui travaillent, qui font un travail effectif, mais ça n'est plus supporté par la société française. Parce que l'affaire Fillon a détruit toute forme de confiance dans ce domaine-là. Et en même temps, quand vous allez avoir le conjoint, le concubin, etc., pour légiférer, c'est pas si simple que ça, parce que deux personnes peuvent vivre ensemble. Et vous parliez de ma femme et de la mairie de Drancy. Il se trouve que ma femme, elle était adjointe avant d'être ma femme. Elle est devenue ma femme, et que l'équipe municipale a décidé que c'est elle qui me succéderait. Non, mais dans la perception des gens, je ne parle d'aucune. Non, je me souviens de Claude Barthelone. Je me souviens de Claude Barthelone, qui s'est marié avec son assistante parlementaire. Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait qu'il la licencie à ce moment-là? Donc oui, parce que c'est plus supporté par les Français, mais c'est plus complexe. Votre question était très bien posée. C'est plus complexe que ça, parce que la vie fait parfois que... Il faut aussi, d'ailleurs, dans ces cas-là, interdire les recrutements croisés, c'est-à-dire j'embauche la femme du copain. En revanche, dans la loi sur la moralisation politique de la vie publique, il y a une chose qui manque.
c'est d'interdire pendant 5 ans à tous les directeurs d'administration centrale, à tous les hauts fonctionnaires, d'aller, quand ils quittent la mission qui est la leur, dans un grand groupe privé bien payé. Parce que quand vous êtes au ministère de la Santé ou au ministère des Armées, que vous prenez des décisions publiques avec de l'argent public qui favorisent des sociétés privées et que vous allez vous faire embaucher, ça, c'est de l'immoralité politique. Et je pense que, puisqu'on veut remettre les choses à plat, il faudrait les mettre complètement. Merci Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député Les Constructifs.